Alors, bonjour mesdames et messieurs, ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir en ce beau mois d'octobre 2018 et j'ai le plaisir de recevoir pour la troisième fois ceux que vous aimez, que vous avez eu un coup de foudre pour eux il y a déjà un an, qui sont venus nous voir à l'automne dernier, puis sont revenus en avril. Et Pierre Léry-Guillemets et Gérald Delmerzo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Québec, encore une fois, dans un temps assez automnal, hein, on va dire ça. Alors, vous êtes en tournée ici au Québec pour quelques semaines? 2 semaines. Deux Oui, semaines? c'est ça. Oui, on repart le 3. Oui, c'est bien. On va avoir le temps de vous voir, d'aller vous découvrir. Tout à l'heure, on donnera les informations parce qu'ils sont en satsang puis en rencontre un peu partout au Québec. Il faut que je vous dise que j'avais très hâte de vous revoir, mais je n'avais aucune idée de quelles questions je pourrais vous poser, parce que je suis restée un peu traumatisée de ma première entrevue avec vous, où je vous posais des questions, puis vous me disiez « mais il n'y a rien à faire ». Oui, mais comment on fait pour être éveillé? Mais tu fais rien. Oui, mais tu l'es pas. Tu le sais pas. Bref, ça m'a tellement chamboulée que je me disais, mais là, j'ai plus rien à leur demander. Et puis finalement, on a fait un exercice de brainstorming avec mon amoureux ce matin. Et là, on a beaucoup de questions finalement. on a nourri ça. Puis j'avais le goût de commencer avec une question très facile. C'est quoi pour vous le bonheur? Ça prendra un des deux qui répond. Bon, pour moi, le bonheur, c'est maintenant. D'accord. Voilà. Il se vit pas dans le futur ou dans le passé, il se vit maintenant, dans l'instant. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est ça. À chaque instant, tu es heureux. Voilà, c'est ça. Aussi simple que ça. C'est bien. Est-ce que pour toi, Pierre, c'est la même chose? Oui. Après, on peut aussi dire que le bonheur, ça ne se situe pas au niveau du faire et de l'avoir. En tout cas, pour les sages, lorsqu'on dit bonheur, pour la plupart des gens, bonheur, il y a une image qui arrive avec ça. Il y a une mise en scène du bonheur, une construction du bonheur, et qui sous-entend qu'il y a quelque chose à construire pour obtenir le bonheur. Et en fait, le bonheur, pour les sages, ça n'a rien à voir avec un avoir, c'est pas l'obtention de quelque chose. En gros, c'est pas un état. C'est pas un état. Non, c'est pas un état, c'est ce qu'on est naturellement. Donc après, moi je parle du bonheur avec un B majuscule. Oui. Il y a, sur cette vie-là, voilà, il y a les petits plaisirs, les bonheurs, malheurs, on peut opposer. Mais ce dont on parle avec Gérald, c'est notre vraie nature, ça se situe au niveau de l'être. Et être est fondamentalement bonheur. Donc là, on change de perspective. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher le bonheur, on essaie de réaliser que c'est là, que c'est déjà là. Mais quand est-ce qu'on a perdu cette notion-là? Tu sais, parce que quand on vous écoute, le bonheur, c'est simple, c'est là, dans l'instant présent, c'est chaque seconde après seconde. Comment ça se fait qu'on en est arrivé à être en quête de bonheur? J'ai plein de questions sur la quête, parce que tu sais, c'est comme... Il me semble que moi, j'en peux plus là, de la quête, de la performance, de l'efficacité. J'ai écrit là-dessus récemment, les gens vont se retrouver dans ça. Comment ça se fait qu'on en est venu à compliquer puis complexifier autant que ça le bonheur? Alors, je ne sais pas si on a complexifié les choses. Je pense qu'on est surtout dans un paquet de croyances qui fait qu'on oublie que le bonheur est toujours là en fait et qu'il réside en toute chose. C'est-à-dire quoi que tu fasses, le bonheur est déjà là. Donc effectivement, s'il est déjà là, c'est qu'il n'y a pas besoin de fournir ou de faire des efforts. Voilà, il n'y a pas d'effort en fait à fournir. Il y a simplement à accueillir de fait, donc sans effort. Du coup, ça ne crée pas de résistance, ça ne crée pas de tension. Que le bonheur est là. Être heureux, en fait, c'est là déjà. Voilà, ça s'accueille simplement. Donc du coup, tu n'as pas d'effort à faire. On peut être heureux même quand ça va mal. Exactement. Exactement, c'est ça. Parce qu'on le porte en nous, on n'a pas besoin que ça aille bien. On est ça. Ouais. On est pleinement ça. Ouais. C'est même pas qu'on le porte en nous. Même ça encore, ça voudrait sous-entendre que c'est un objet qu'on ramène. On ne le porte pas en nous, on l'est. C'est notre état naturel.
Tout à fait. Pour comprendre ça, peut-être revenir à l'état de l'enfant, ça aide. Ouais. Un enfant spontanément, un enfant en bonne santé, il est joyeux. Il est dans la joie. Il pense tout le temps qu'à jouer, s'amuser, et il est dans l'enthousiasme en permanence. Et les neurosciences maintenant le démontrent, un enfant est dans l'enthousiasme tout le temps. Parce qu'il est dans le moment présent. C'est ça, et le temps pour lui n'existe pas. Donc c'est quand on commence à rentrer dans la temporalité, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et là il commence à y avoir, tu passes du jeu à l'enjeu, donc il commence à y avoir un enjeu, et là il commence à y avoir des crispations parce que on commence à te dire que attention, pour être heureux, il va falloir telle et telle qualité. Et l'enfant commence peu à peu à y croire. Il commence à croire qu'il n'a pas, finalement, il peut plus s'autoriser à être heureux, parce que pour être heureux, déjà il y a des moments précis. Tu vois, par exemple, quand tu vas à l'école, il y a un moment précis où tu n'as plus le droit d'être heureux. Tu dois vraiment travailler, c'est sérieux. Donc là, tu commences à te prendre au sérieux. Et il y a des moments où tu as le droit de jouer. Tu vois, parce que l'autre jour, j'entendais les enfants qui sortaient dans la cour de récré, parce que j'ai une récréation. J'ai une récréation juste à côté de chez moi. Donc, moi aussi, juste à côté. Et donc, tu entends les enfants qui sortent, et quand ils sortent de classe, les enfants ils font ouais. Ben, moi, ça me ferait poser question. Ils font pas la même chose quand ils rentrent dans la classe. Il y a un problème. C'est tellement vrai. On parlait du bonheur dans l'instant présent des enfants. Quand un de mes fils, quand il était jeune, il avait de la difficulté à ce que ça arrête, là, quand il était dans le plaisir, comme tous les enfants, non, je ne veux pas partir, non, je ne veux pas partir. Puis un jour, je lui avais dit, mais oui, mais regarde, profite-en, profite du moment présent. T'sais. Puis il m'avait répondu cette perle, il m'avait dit, oui, mais le moment présent, il est presque fini. Je trouvais ça tellement charmant. Cette quête-là du bonheur, quand on comprend qu'on est le bonheur, on a des craintes, on a des peurs de perdre ça parce qu'on n'a pas encore compris qu'on était ça. On a la peur de se montrer vulnérable aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous la vulnérabilité? J'ai des questions. En fait, c'est pas de vengeance pour la première entrevue. La vulnérabilité, en fait, c'est être comme on est dans l'instant. C'est pareil. En fait, on va revenir à ça, sans essayer de trouver, sans essayer de trouver, tu vois, à un moment donné, des espèces de combines, des palliatifs. En fait, tu te présentes tel que tu es, c'est-à-dire avec ce que les gens qualifieraient comme qualité, défaut, émotion, spontanéité, excentricité. En fait, tu es comme tu es, d'accord? Donc pour moi, c'est ça, en tout cas. Okay, c'est ça la vulnérabilité. Si tu dois te mettre à pleurer, tu pleures. Et en fait, tu calcules pas le truc. Ça vient spontanément et c'est accueilli spontanément. Mais on pense qu'il y a un danger à être vulnérable. Ben oui, c'est normal parce qu'on est dans une société où à un moment donné, il y a une forme de... Alors, il y a de la compétition, il y a du formatage, tu dois avoir telle étiquette, telle image, tu dois présenter, tu vois, telle faciès et tout ça. Toujours sur le beau jour, tu vois, le bon côté. Et en fait, bien entendu, tout ça, c'est de l'illusion puisque ça t'amène pas le bonheur, la joie et tout ça. Alors que laisser la vulnérabilité en fait sortir, c'est comme l'authenticité, l'entièreté, tu vois, quelque chose de vrai, de sincère. C'est pas calculé puisque tu laisses faire, tu laisses en fait émerger cette vulnérabilité. Voilà. Et les gens ont souvent l'impression que s'ils se montrent vulnérables, ils vont se faire rentrer dedans, les gens vont être méchants avec eux. Exactement, c'est une croyance, bien entendu. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui montrent leur vulnérabilité et c'est accueilli. De plus en plus, on voit qu'il y a des gens. Ah oui, alors après, chacun le dit avec ses mots, il y a des gens. Ah, c'est courageux de faire ça quand même, c'est pas évident devant tout le monde et tout. Et en fait, donc c'est de mieux en mieux accueilli. Ce qui prouve que la société elle est en train de changer. Ça veut dire qu'on passe du mode formatage, compétition et tout ça à quelque chose de beaucoup plus authentique. Oui. Vous sentez ça, ce courant-là, vous autres aussi? Ah oui, complètement. On le sent ici aussi. En tout cas, on le sent dans notre entourage immédiat. Je ne sais pas si à l'échelle de la province ou du pays ou de la planète, ça vient. Ma dernière question, je vais vous la poser maintenant parce qu'elle s'y prête, mais c'était, ça prend combien de personnes éveillées pour changer une société? Ça... Une. Ouais, ça peut être une aussi, mais en fait... Est-ce qu'il y a un seuil critique? Est-ce qu'il y a un point de bascule?
Il y a des sociologues qui ont calculé qu'il fallait 3% de personnes conscientes et vraiment motivées pour que ça fasse basculer. Ah oui. Wow. C'est pas tant que ça. Non. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait... Je crois qu'on est 8 milliards, il paraît. On est 8 milliards, ça fait 3 fois 8, 24, ça veut dire 240 000. Non, 2 millions. Je calculerai ça. Parce que je vais avoir l'air de pas la fille d'un comptable. Bref. Moi, j'aimerais ça qu'on parle d'éveil parce qu'on vous connaît pour cet angle-là. Puis, il y a en ce moment, moi, je trouve qu'on assiste à une quête de l'éveil. Hein? On vous a entendu sur mes ondes, on vous a vu, vous avez fait plein de vidéos super passionnantes. Puis, on dirait qu'on veut tous connaître ça. Et là, on est dans la quête de la performance. Oui. Puis, ben là, si moi, je ne suis pas éveillée, je ne suis pas aussi évoluée que vous autres, puis je suis mal, puis comment ça se fait, puis qu'est-ce que je dois faire? Ça, je ne la poserai pas, parce que je sais ce que vous allez me dire. J'ai bien écrit, hein? Mais il y a cette course-là à être éveillé, moi je trouve qu'on est en train de... C'est comme ce qui s'est passé il y a quelques années pour le développement personnel. C'était jamais assez, ça en donnait toujours plus. Puis là, on court après l'éveil. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Déjà, c'est classique. Hein. C'est le schéma, le fonctionnement classique du mental. C'est toujours pour trouver un bonheur, comme on ne trouve pas de bonheur en tant que ce qu'on est, on passe d'un objet à l'autre. C'est ce que les Indiens appellent ça le mental de singe. On passe d'un plaisir à l'autre, comme le singe passe d'une branche à l'autre. Et c'est comme ça que l'humain arrive à trouver du bonheur dans le monde. Et il se lasse de tous les objets les uns après les autres. Voilà. Et donc là, c'est la même chose. On fait de l'éveil un objet, on court après cet objet, et la plupart des gens, ils ont des tas de concepts sur l'éveil. Et en fait, alors, pour la plupart des gens, ça passe par une quête, effectivement. Il y a différents types de quêtes. Il y a des quêtes vraiment sincères et il y a des quêtes où en fait on se voile la face. Ce qu'on veut, c'est pas vraiment l'éveil. Parce que l'éveil, ça implique d'être totalement authentique. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent plus de pouvoir, ils veulent pas vraiment être authentiques. Donc il y a des quêtes qui partent vraiment du cœur. Et dans ce cas-là, s'il devait y avoir quelque chose à faire, ce serait de partir du cœur, ça doit partir du cœur. Et après, toutes les méthodes utilisées, qui y en a une infinité, ça marche. Mais il faut que ça parte du cœur. Donc est-ce qu'on est prêt à être vraiment authentique, de voir tout ce qui peut remonter quand on est justement vulnérable et sincère avec jusqu'au bout. Mais ça peut faire peur à certaines personnes de connaître l'éveil. Puis en même temps, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ah non, on contrôle rien du tout, c'est spontané. C'est ça. Donc il n'y a pas de contrôle. Mais ça peut être... D'ailleurs, ça l'est très souvent, parce que quand une personne vit pleinement une conscientisation d'éveil, à un moment donné, l'entourage, très souvent, et justement dans la prise de panique, de peur, tu es rentré dans une secte, ou alors tu vas faire ta propre secte, des choses comme ça. Donc forcément, ça déclenche. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait simplement le fait que cette personne s'éveille, entre guillemets. Je dis entre guillemets, j'expliquerai plus tard pourquoi. Ça ne fait que pointer sur l'entourage justement ce sur quoi il faut regarder à un moment donné, focaliser. Ça veut dire que ça déclenche des peurs. Donc les peurs, c'est aussi un objet quelque part. D'accord? Et un objet, ça fluctue, ça bouge. Réaliser la conscience, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est permanent, qui ne fluctue pas. D'accord? Donc c'est une joie permanente. Et il n'y a pas de haut et de bas là-dedans. C'est permanent. On ne peut même pas le quantifier. Il n'y a rien qui peut quantifier l'éveil, à ce moment-là, ce que l'on vit dans l'éveil. C'est vraiment difficile. Donc du coup, la personne qui réalise ça, on va dire ça, ça déclenche un écho, une résonance dans son entourage. Pourquoi? Parce que chez chaque être, il y a la même chose. Il y a la même chose. Donc forcément, ça réveille ça. Okay? Donc du coup, ça pointe vers où il faut observer, où il faut regarder, entre guillemets. Des choses, entre guillemets, 10 choses, mais c'est pas une chose, voilà, c'est justement là le problème. C'est que l'éveil n'est pas objectivable, ce n'est pas un objet. Donc du coup, effectivement, on parle, on ça de sang, et on utilise des mots qui sont aussi
des objets, des pensées qui sont des formes pensées, etc. Mais en général, pour tout le monde, quand on cherche l'éveil, on cherche toujours dans la mauvaise direction. On cherche en direction des objets en permanence. Extérieur. On veut même des états, comme des états de joie intérieure, des états méditatifs, des états de paix profonde, etc. Mais c'est toujours des choses qui vont et viennent. Il n'y a rien de permanent dans l'expérience. Est-ce que, parce que certaines personnes vont dire, l'éveil, ce n'est pas un moment. C'est pas un moment fixé dans le temps, où il y a une date avant, après. Non, justement, c'est le cas. Alors oui et non. On peut dire les deux en même temps. J'aime ça, Oui, en fait, oui et non. C'est, pour comprendre ça, je pense souvent à la métaphore du film, c'est ce qui parle le mieux. Si tu veux, un film, il continue tout le temps. Il y a un personnage qui est dans le film. Donc, au début, quand tu n'as pas réalisé ta nature, quand tu n'as pas réalisé l'éveil, tu te prends pour le personnage du film. Et il y a un moment donné où le personnage réalise qu'il est la lumière du projecteur qui réalise le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est par la lumière que le film est projeté que tu peux voir le film. Mais la lumière, elle était là avant. C'est juste qu'il n'avait pas réalisé qu'il était la lumière qui projetait le film. Mais la lumière était là avant, et le personnage ne disparaît pas non plus après l'éveil. Donc tout est exactement pareil. C'est la perspective qui change. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la vie n'est qu'une somme d'objets, puisque pour la plupart des gens, le réel, c'est une somme d'objets, c'est la réalité, eh ben, tu vas réaliser que tous ces objets et tout ça émergent d'une non-manifestation, de quelque chose qui a un non-objet. Tout émerge d'un non-objet qui est la conscience, en fait, qui n'est pas un objet, on ne peut pas le décrire. Mais sans ça, par contre, rien ne peut être vu. Il y a une conscience, ce qui fait que tu es. Tu ne peux pas décrire ce que c'est, tu ne peux pas me décrire ce qui fait que tu es, mais sans ça, rien ne peut être vu. Rien ne peut être réalisé, rien ne peut être expérimenté. Et c'est ça le fondement de l'expérience. Et c'est ça l'éveil, c'est réaliser ça. Ce par quoi tout peut être expérimenté. Et c'est là qu'il y a de la joie. Parce que du coup, tu réalises que toi, qui n'es jamais touché, tu peux expérimenter plein de trucs à l'infini. T'es pas impacté. T'amuser avec ça et t'es pas impacté. Tu peux faire le projecteur, il peut voir plein de films, faire plein d'expériences, la lumière fait plein d'expériences, sans être touché par ce qui se passe dans le film. Exactement. C'est quoi la première manifestation, le premier changement le plus important une fois qu'on a connu l'éveil? Qu'on a connu l'éveil. Il y en a plein, il y a plein de choses qui... Enfin, c'est pas que ça change, c'est qu'on se rappelle et on reprend, en fait, on prend conscience que ça a toujours été là, en fait. Oui. Alors, il y a des hyper acuités, tu vois, au niveau de on va dire, de la vision intérieure. Évidence. Ouais, puis les choses sont évidentes, ça veut dire que, alors que tu vas passer pour un fou aux yeux de tout le monde va décider d'aller dans cette direction, et à un moment donné, ça te dit d'aller par là, tu es le seul à aller par là. Et tu sais que tu vas par là, et du coup, tu t'occupes pas qu'il y ait 10 000 personnes en face qui disent le contraire. T'y vas, et tout est comme ça, en fait, tu vois. Donc, du coup, tu te poses pas de questions, en fait, tu t'en poses aucune, et tu n'as surtout aucun doute. Mais aucun doute. Aucun. Ça veut dire que même s'il y a, à un moment donné, le passage spontanément d'une pensée de doute, il n'y a pas de, entre guillemets, de saisie, d'appropriation et d'identification à ça. Il n'y a pas de prise. Ça n'existe Mais pas. quand on a encore des doutes, ça veut dire qu'on est encore dans l'ego? Quand on a des doutes, c'est qu'on croit encore qu'on a une vie personnelle. Exactement. On croit, en fait, la différence entre, on va dire, l'éveillé et le pas éveillé, enfin, c'est juste pour entre guillemets. Entre guillemets. On va intituler l'émission. Hein? Oui, parce que c'est déjà là, tu es déjà, tout le monde est déjà. C'est juste qu'on n'en prend pas la dimension. Mais la différence, c'est qu'avant, tu dis ma vie et tu penses qu'il y a une vie personnelle. Tu penses que les pensées sont tes pensées, que le corps c'est ton corps, etc. Alors qu'après, tu te rends compte qu'il n'y a pas de vie personnelle. Il n'y a que la vie se déroulant sans personne pour la dérouler. Ça se déroule tout seul. Les pensées émergent de façon non personnelle. Elles n'appartiennent à personne. Tout à fait. Tu les pensées, tout ce qui se dit, tous les mouvements, tout est l'expression d'une vie, mais c'est pas personnel. Tu ne décides pas. Même les pensées, tu ne décides pas. Mais on est ça. On est la vie dans son ensemble, pas un bout de vie. Exactement. Les gens disent il y a ma vie, puis il y a une vie extérieure, mais c'est pas la réalité. On est tous la vie. On est tous la vie dans son ensemble. Exactement. Comme on prend soin de notre corps, si on ne s'identifie plus à notre corps. Mais la vie prend soin de la vie. Exactement. Automatiquement. Un animal prend soin de son corps, les plantes prennent soin, on le sait maintenant, de leur progéniture.
Donc tout prend soin, la vie prend soin de la vie. Ça se fait quoi que tu décides, quoi que tu crois, ça se fait en fait. Est-ce qu'on a quand même un libre arbitre ou on est... La fameuse question. Alors si tu as le libre arbitre, si on prend par définition ce que ça pourrait signifier, ça voudrait dire que tu pourrais arbitrer tout ce que tu voudrais, tu pourrais décider tout ce que tu veux, on est d'accord. Donc ça concernerait même aussi, quelque part, les pensées. On est d'accord, tu pourrais penser de ce que tu veux. Or, si maintenant je te pose la question, quelle est la prochaine pensée que tu vas avoir, tu es incapable de me le dire. Donc tu vois, il n'y a pas de libre arbitre en fait. Il n'y a pas de libre arbitre. Ça a lieu spontanément. Et après, c'est accueilli. C'est accueilli parce que tu es la conscience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'effort. Ça s'accueille spontanément. Et très naturellement et très simplement. Malgré les pensées qui te font croire que tu as des défauts, que tu n'es pas parfait. Mais tu l'es quand même, en fait. S'il n'y a pas de ta part, entre guillemets, une saisie de ces espèces de croyances, tu es déjà ça. Diane, je peux avec une question? Bien sûr, on a un spectateur qui a posé une question. Vas-y, Denis. Comme on avait parlé, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là avec tous les traumatismes, les blessures. complexes, les blessures, qui disent « je ne peux plus, moi je suis bloqué parce que... qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Mais comme il n'y a personne il n'y a pas de propriétaire, si tu veux. Donc il n'y a plus... ce qui se passe aussi juste après, au moment de la réalisation, c'est que tu te rends compte que la seule réalité, mais vraiment la seule réalité, c'est maintenant. Donc tout l'historique, il est clairement vu que ce n'est que des pensées, Exactement. Ça n'a aucune réalité. Exactement. La seule réalité, c'est maintenant, et la totalité de toute l'expérience, c'est maintenant. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Comment ça se fait qu'on maintient ça? Tu sais, nos blessures, ça conditionne nos comportements actuels, blessures de rejet, blessures d'abandon. Ça fait partie de l'expérience de l'incarnation, entre guillemets. En passant par là, ça va pointer vers tout ce qu'il y a en fait entre guillemets, à expérimenter, enfin, c'est la conscience, d'accord. Elle pointe vers tout ça, à voir, à regarder, à observer, on va dire avec des mots, même si les mots sont très limités, parce qu'à un moment donné, on est un peu limité pour expliquer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, comment je pourrais dire, l'humain, quand il est incarné, il va passer par tous les états possibles et imaginables. Et entre autres, et principalement, puisqu'il se prend pour une personne, voilà, avec une identité, il est identifié à un moment donné à des mécanismes, à des processus, et forcément, comme les mécanismes, les processus, c'est aussi des objets, puisque ça bouge, les mécanismes et les processus, ça bouge, forcément, il s'identifie à tout ce qui est objet, tout ça. D'accord ? Mais c'est comme une habitude, c'est comme une programmation. Et puis, c'est pas qu'il est obligé de passer par là, mais ça fait partie de l'expérience. C'est ce qui va lui permettre de prendre conscience que tout ça, en fait, est impermanent. Tout ça, c'est impermanent. Ok ? Ça sert à ça, en fait. En fait, tout ça, ça sert à ça. Ça sert uniquement à ça. Mais une fois qu'on l'a expérimenté, par exemple la blessure de rejet, pourquoi est-ce qu'on se la fait revivre constamment et constamment? C'est fait exprès pour réaliser notre nature. Exactement. La blessure de rejet, c'est une très classique. C'est l'une des... Il y a énormément, plus de la moitié des gens que je vois ont ça, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, le sentiment de manquer d'amour. Tout ça, c'est fait pour mettre en relief la vérité qui est que tu es l'amour. Tu n'as pas besoin de le mendier. C'est la plupart des gens, même les gens qui ont une relation avec un Dieu. En fait, souvent, l'image qu'on a de Dieu, c'est un Dieu fictif. On fait un gros papa, une grosse maman qui donne beaucoup d'amour. Et en fait, ça, c'est encore... Donc c'est une illusion encore, pareil. Et donc du coup, tu vas comme combler quelque chose en fait, jusqu'au jour où tu réalises que c'était toi-même qui avais créé ça et qu'en fait, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin quand tu pries un Dieu, même quand tu pries un Dieu extérieur et que tu as l'impression de recevoir de l'amour de l'extérieur, en fait, c'est créé d'ici et c'est déjà là. C'est toi. Ça se révèle. C'est ce que t'es. Mais ça veut dire que ma blessure de rejet, à un moment donné, je la laisse tomber parce que j'en ai plus besoin, parce que j'ai compris que personne ne peut me rejeter. C'est ça? Oui. Exactement. OK. Tu ne peux pas te rejeter toi-même s'il n'y a qu'une seule vie. Et quand on a connu l'éveil, ou quand on a connu l'éveil, qu'est-ce qui arrive avec nos passions, nos goûts, nos désirs, nos défauts, nos envies, nos besoins? Est-ce que tout ça... Si moi j'aime prendre un bon verre de vin, ou mon amoureux aime conduire des voitures sport, mais il y a des choses qui restent. Oui. Il y a beaucoup de choses qui restent avec des... Mais est-ce que tu choisis de garder ou pas, ou ça... Non, c'est spontané, c'est toujours spontané. Il y a quelque chose qui est vraiment
fondamental à comprendre, c'est que pour la plupart des humains, les humains pensent être une somme de perceptions. C'est-à-dire tout ça, tout ça, même les critères, les qualificatifs, ce que tu appelles les défauts, les qualités, tout ça, c'est des sommes de perceptions. Tu peux les percevoir, les décrire, la passion pour les voitures de sport, tout ça. Mais en fait, l'éveil, c'est réaliser que tu n'es pas tout ce qui est perçu, tu es cela qui perçoit. Et cela qui perçoit tout, on peut dire que cela, donc c'est pas une personne qui perçoit, parce que la personne est perçue. D'accord. Ok, ça c'est une perception. Ça c'est le bout tough. Ouais. Le corps est une perception. Oui, ok. Toutes tes pensées sont des perceptions, toutes tes émotions sont des perceptions. Les sensations énergétiques que tu as, même quand tu pries un Dieu ou quand tu vis une expérience mystique, c'est encore des perceptions. Donc ce que tu es réellement, c'est ce qui perçoit tout ça. Donc quand tu réalises le soi, tu réalises que tu es fondamentalement ce qui perçoit tout. Et ce qui perçoit tout, finalement, peu importe ce qui se déroule dans le film, je reviens à la métaphore, ce qui perçoit tout, c'est la lumière. La lumière n'est pas impactée, donc elle peut jouer comme elle veut dans le film. Ça ne change rien. La différence, c'est que là, tu te rends compte que ce n'est pas personnel. Donc, tu peux continuer d'expérimenter les choses. Non, tu les expérimentes plus. Quand il y a réalisation du soi, il n'y a plus expérimentation. C'est plus une question de... Ouais, c'est ça. Parce que s'il y a expérimentation, il en découle aussi des états. Or la réalisation est un état, puisque c'est ta nature. D'accord? Donc, c'est pas un état, en fait. Okay. Ça voudrait dire qu'il y a un expérimentateur. Quand je dis qu'il y a quelque chose... Mais non, là, c'est pas le cas. Il n'y a que la vie qui se manifeste spontanément. Et ça peut... Évidemment, ça prend plein de teintes différentes. Hein. Ça peut jouer... avec la voiture de sport et tout. En général, il y a quand même beaucoup de trucs qui tombent. Enfin, ici, oui. Il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tombées à ta plus grande surprise, des choses auxquelles tu tenais ou... Alors, dans l'ensemble, il y a eu quand même quelque chose de graduel. Parce que moi, ça s'est fait très progressivement. Et à un moment donné, il ne restait plus grand-chose. Hein. Il ne restait vraiment plus grand-chose qui m'intéressait. As-tu l'impression que justement, tu te désintéressais ou que ça avait moins d'importance pour toi? Oui, ça avait comme plus d'importance. Mais par contre, ça peut aussi se faire différemment. Il y a plusieurs chemins. Oui, ça c'est le chemin de pierre, mais ça peut se faire différemment. Mais par contre, au niveau des passions, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses liées à la petite enfance qui remontait. Parce que justement, la quête avait tellement pris la tête du personnage, tu vois, qu'il n'y avait que ça. Et donc, du coup, il y avait tellement que ça que le reste m'importait. Et les choses qui étaient passionnantes pour moi dans l'enfance, même tout ça, ça avait été mis de côté. Et là, tout ça, c'est revenu avec la joie de l'enfant. Donc maintenant, c'est revenu avec une espèce d'émerveillement, tu sais. Ouais. T'as vu l'enfant, hein? Ouais. C'est ça. Donc, de retrouver le plaisir de jouer. Ouais, mais sans, voilà. Ouais, mais sans vouloir expliquer, définir, théoriser ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien à justifier. Ça se fait spontanément. C'est simple quand on vous écoute, puis comme nous on est là, puis on se prend la tête, puis on se pose des questions, puis « oh, j'aurais pas dû faire ça, puis ça », puis cette semaine, je rencontrais quelqu'un qui me dit en rentrant ici, moi je suis tellement spirituelle, je suis tellement rendue à un autre niveau que tu n'as même pas idée comment je suis spirituelle. Là, je me disais d'accord. Ben, j'accueille, hein? Ça s'accueille. Mais je me disais, on n'a pas besoin d'en parler. Puis en même temps, on a besoin de vous entendre nous parler d'éveil parce qu'on a besoin de changer notre mode de vie. C'est sûr que depuis la première fois que je vous ai rencontrés, vous avez été les premières à parler. Enfin, moi, c'est les premières personnes que j'ai entendu parler d'éveil comme ça, de cette manière-là. Puis, même Isabelle a trouvé que j'étais transformée après votre premier passage à mon émission. Puis, il y a des choses que je vois qui tombent, tu sais. J'ai hâte de vendre cette maison-là parce que j'ai plus besoin. Je veux être dans le tout petit, puis je veux être dans... Il y a tellement de choses qui se transforment, mais je ne dirais pas malgré nous, parce qu'on ne résiste pas à ça, mais sans qu'on le décide. Puis ça, on suit ça. C'est un peu ça le chemin que tu as fait, toi aussi. Ouais, en général, il y a quand même une simplification dans le film, en général. Hein. C'est-à-dire que tout se simplifie, tout devient évident. On passe de moins en moins par le mental. Puis après la réalisation, on ne passe plus du tout par le mental. C'est toujours spontané.
Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus... Mais quand les gens C'est vous posent plein de automatique. questions comme moi ou comme dans les satsang que vous allez faire ici au Québec, est-ce que c'est difficile pour vous de revenir puis de répondre? Non, vous ne répondez pas là. Non, parce que c'est pas là. Et comme c'est spontané, ça veut dire que on ne sait même pas ce qui va être dit à l'avance. Tu vois, il n'y a pas à un moment donné un scénario qui est préparé à l'avance en disant s'il me pose telle question, je vais répondre ça, si elle me pose telle question, je vais répondre ça. Tout est spontané. Ça vient comme ça. Ça veut dire que souvent, quand les gens nous disent est-ce que vous avez dépensé là, une espèce de structure, de scénario qui s'affiche, je fais non, il n'y a pas ça. Bah avant, là, au écran mental, oui. Bah non. Pas de son, pas d'image, et c'est difficile à expliquer à un moment donné aux gens. Les gens ils comprennent pas, ils disent bah, vous êtes obligés. Bah, je fais non, je sais pas quoi leur dire quoi, parce que c'est pas évident quoi. Tout le monde fonctionne plus ou moins comme ça. En tout cas, à un moment donné sur le chemin, dans la quête, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui émergent spontanément et on se sent ou se croit obligé d'attraper tout ça. Et du coup, à partir du moment où si tu es en joie le matin, tu te lèves, tu es super joyeuse, tu as une espèce de pensée de tristesse qui passe, tu te crois obligé de la saisir et de devenir triste. Ça nous a concernés, j'allais dire, à un moment donné dans cette existence, ça ne nous concerne plus. Il n'y a plus ça. D'accord ? Donc les choses, elles sont bien spontanées. Elles l'étaient déjà avant, même quand il y avait ces choses-là. Elles l'étaient, donc on avait oublié, en fait, que tout était spontané. C'est simplement un oubli. C'est comme une forme d'amnésie, en fait. Et c'est fait exprès, évidemment, pour pointer vers qui on est. Tout est fait pour pointer vers qui on est. Quel est le sens de la vie quand on est éveillé par rapport à quand on n'est pas? Mais quand on n'est pas, on croit qu'on a quelque chose, justement on en parlait ce matin, on a une mission à accomplir, on croit qu'on a, ça dépend, il y a plein de motivations, mais on croit qu'on doit faire un truc pour exister aux yeux d'eux. Alors ça peut être aux yeux de soi-même, aux yeux des autres, on a besoin d'une reconnaissance, on a surtout le sentiment d'être incomplet, donc on fait tout pour se sentir plus complet. Et après la réalisation, il n'y a plus le sentiment d'incomplétude, on se sent tout le temps complet. Donc du coup, le sens de la vie, on joue simplement, puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Donc on a refait le chemin inverse par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a que du jeu, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus de devenir, de je dois faire pour être, c'est une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai obtenu ça, que je serai heureux. Il n'y a plus ça. Donc la capacité à dire non, et ça vient quand c'est le temps ça de vient. dire non. Oui, bien sûr. Quand ça Parce vient, que ça- je pense que quand on a de la difficulté à dire non, c'est parce qu'on cherche une reconnaissance, on cherche à Ça- préserver l'image. Ça peut être comme ça, sauf qu'en plus c'est particulier parce que tu peux dire, ça vient l'élan de dire oui, ça dit oui, quelques secondes après ça peut vouloir dire non, et ça dit non, et puis c'est accueilli tel quel quoi. Ça peut paraître bizarre à un moment Changer donné d'idée. quoi, tu vois. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que quand on est éveillé, ce sens-là de mission, il disparaît, mais c'est juste vivre dans le moment présent? Oui, mais parce que l'éveil, alors c'est pas qu'il y a une différence en fait entre les éveillés et pas éveillés, parce que tout le monde l'est, d'accord, mais quand on a la croyance de ne pas être éveillé, donc de ne pas être parfait, de ne pas être complet et tout ça, on croit qu'il y a un personnage, on croit qu'il y a un coupable, on croit qu'il y a un responsable, d'accord. Donc forcément, si on croit qu'il y a un responsable, un coupable et qu'il y a une personne, qu'il y a une identité, on croit qu'on a une mission de vie. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Donc forcément, il y a une mission de vie. Alors que celui qui réalise sa nature, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas personne, il n'est pas identifié à quelque chose de précis. Pourquoi ? Parce qu'il est la conscience. Et la conscience étant tout, tu ne peux pas avoir une identité. Il n'y a pas d'identité, là, c'est plus possible, quoi. Donc tout ça, ça disparaît, ça saute. Tout ça, ça saute. Donc il n'y a pas de mission de vie. Qu'est-ce qui fait que vous continuez de parler d'éveil, de faire des satsangs, de répondre patiemment à toujours sans éternelle même question? Et ce qu'on disait avec Claire, ça tourne autour d'une trentaine à peu près de Ouais, questions. c'est toujours C'est toujours les mêmes. Ah, je mets 25, je suis pas pire. Avec des petites variantes, mais c'est toujours les mêmes en général. C'est l'élan. Enfin, c'est Oui. l'élan qu'on peut Mais pas c'est définir. ça, c'est cet élan-là qui vous propulse encore. Qu'est-ce qui fait que la fleur fleurit? C'est la même chose. Ouais. C'est pareil. On met le mot élan parce que c'est difficile d'expliquer autre chose. Mais ça se peut que demain matin, vous disiez, on a fini Oui. ce chemin-là. Exactement. Ah oui, ça se peut. C'est arrivé d'en parler comme ça peut ça, ouais. Et c'est parfait.
Fait que vous n'êtes pas en la recherche de convaincre qui que ce soit. Vous faites juste répondre à l'élan Oui. parce que vous pensez, vous sentez, vous savez, c'est dur de trouver le bon verbe Ouais, avec ça. Vous savez que c'est Ça la bonne fait, en chose fait. à faire. C'est comme ça. Ouais. Ouais, Ouais. ça c'est. Ah, c'est même au-delà de ça, c'est même pas un savoir, c'est Non, c'est un automatique. savoir. C'est un peu comme, c'est le corps qui bouge tout seul, et ça parle tout seul, Ouais. et ça fait tout seul. C'est ça. Mais il n'y a même pas un savoir que, non, c'est vraiment automatique. Comme toutes les fonctions du corps se font automatiquement, celle-là ça se fait automatiquement, C'est ça. c'est pareil. La même Fait chose. qu'on ne s'occupe plus de rien, tout se fait tout seul. Oui, Ouais, exactement. exactement. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est pour ça qu'il y en a, en Inde, il y a des sages qui disent c'est le grand repos. Ouais. Parce qu'on a l'impression de bouger, mais en fait, l'éveil, c'est réaliser l'état de sommeil profond, l'état de veille. C'est ce que tu vis dans l'état de sommeil profond. Il y a une grande béatitude à ce moment-là, sauf que tu n'en es pas conscient, mais c'est ce qui se passe. Et à l'état de veille, il y a la même chose. L'état de sommeil profond, il est toujours là, c'est-à-dire la conscience absolue, mais sans le mental et sans les cinq sens. Donc il y a toujours ça. Et donc là, en ce moment, c'est l'état de sommeil profond, sauf qu'il semblerait qu'il y ait du mouvement et tout ça, mais derrière tous ces mouvements, il y a quelque chose qui ne bouge pas du tout, qui est en grand repos, qui est totalement immuable. Ouais. Immuable. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est en vacances. Oui, c'est les vacances tout le temps. Et il y a beaucoup de gens qui disent que l'éveil, c'est retourner à la maison, sauf qu'on est déjà à la maison. Oui, on y est déjà. On l'a jamais quitté. On est toujours à la maison. Ça ne change rien qu'il y ait cette manifestation apparente de forme, etc., ou qui est le sans forme, c'est la même chose pour nous. Voilà. Quoi, oui, tu avais une question? Est-ce que ça se peut qu'il y ait comme des micro-réveils? Tu as un petit bout de ta vie que tu es comme réveillé, tu tombes endormi, identifié à tous tes problèmes. Ça se peut-tu, ça? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des éveils de courte durée? Ça arrive très souvent. Oui. Oui, c'est très courant. Oui. Et la réponse à ça, c'est que tu peux jamais perdre l'éveil, parce qu'il y a des gens qui pensent le perdre. Oui. Et en fait, par contre, tu peux croire le perdre. Tu peux croire très fort le perdre. Toujours une croyance. Mais tu peux le vivre tout le temps. Tu sais, mettons la béatitude devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, puis tu sais, être ému au point d'en pleurer et de dire « Wow! Oui. La vie est extraordinaire. C'est dur de trouver les bons mots, mais ma question ressemblerait à est-ce qu'on peut créer ça à volonté? Oui, c'est permanent. Ça peut être, bien sûr que c'est permanent, mais c'est déjà permanent. Hein. Oui, mais c'est ça déjà comment permanent. maintenir ça? Non, t'as rien à maintenir. Parce que sinon, tu vas être dans une espèce d'action de faire quelque chose, ou de créer des conditions pour que ça ait lieu, pour que ça soit. Or, il n'y a pas de conditions. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le connaît par petits bouts, puis on l'oublie? Ça dépend un peu de chaque... Ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment de chacun. Mais en plus, ça dépend de chacun et ça dépend d'aucune condition. C'est là où ça devient spécial, c'est-à-dire que tu vas mettre 10 000 personnes devant un coucher de soleil. T'en as certains, ça va les toucher, d'autres pas du tout, d'autres moyennement, etc. Donc, et souvent, les éveils spontanés, ça se passe à des moments où c'est même pas un coucher de soleil, ou même pas un truc, c'est des choses beaucoup plus simples que ça. Je parle souvent de quelqu'un qui épluchait une pomme de terre, ou c'est des choses vraiment. Une amie, elle marchait dans la rue, d'un coup elle s'arrête, elle fait tout est là, je suis bien, j'ai besoin de rien. Mais en fait, c'est déjà comme ça, maintenant tout de suite. Maintenant tout de suite, tu peux réaliser que tout est là, tu n'as besoin de rien. C'est juste. D'ailleurs, tout est là, tu as besoin de rien. si on te pose la question, est-ce que là, en étant maintenant le futur, maintenant tu n'es pas dans le futur ni dans le passé, maintenant, là tu as des problèmes? Non. On est d'accord. Est-ce qu'il te manque quelque chose maintenant? Non. Et la plupart des gens répondent vraiment ça spontanément. Donc comme quoi, tu vois, c'est là quoi. Mais je me souviens, il y a quelques années, là, j'étais en peine d'amour, puis j'étais dans le sud, puis j'avais le livre d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, puis je me disais, ma vie foutue, Puis j'ouvre le livre où j'étais rendue, j'avais arrêté de le lire, et puis ça disait, regardez autour de vous. Puis je me disais, j'ai la mer, la plage, le soleil, le pina colada, tu sais, j'étais comme... Puis je disais, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Non. Et si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, est-ce que vous seriez plus heureux avec cette chose ou cette personne? Non. Et ça a été, pour moi, ça a été une grande révélation à ce moment-là. Parce que là, tu réalises que, comme tu viens de dire, Gérald,
Dans le moment présent, il manque. Exactement. Il manque rien. Les dernières découvertes scientifiques qui ont démontré qu'une émotion, par exemple de tristesse, ça dure 1 minute 30 dans le corps humain. Ouais. Et le fait que les humains souffrent des fois pendant même 30, 40 ans, 50 ans, et c'est que parce que c'est réactivé mentalement, c'est clair et net. Volontairement. C'est réactivé, volontairement ou involontairement, parce qu'à un moment donné, le subconscient prend le relais et ça tourne en boucle. Enfin, de toute façon, oui, c'est toujours... C'est réactualisé. Oui, c'est réactualisé. À un moment donné, ça devient l'automatisme. On se met une chanson sur repeat. C'est ça. C'est ça. Mais on n'est pas obligé de rester sur justement. Mais on a la croyance. On a la croyance qu'on est obligé. Ouais. Donc du coup. Quel impact majeur ça a sur votre environnement proche, vos conjoints, vos enfants, vos parents, vos amis, le travail que vous occupiez à ce moment-là? Ou, je ne sais pas, c'est quoi les premiers impacts? Parce que à un moment donné, tu dois regarder ça en disant je suis plus là, c'est plus ça. Ben, il y a plein d'impacts en fait, parce que des personnes à l'autre, étant donné que chacun a l'histoire qu'il expérimente et tout ça, enfin par laquelle il passe, d'une personne à l'autre c'est différent. Et il y en a qui réagissent des fois avec un peu d'agressivité, avec de la critique, du jugement. D'autres ils se disent ah c'est extraordinaire, je le ressens en moi. D'autres disent autre chose. Enfin chacun a son approche. Par exemple mon père ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais il y a quelque chose à un moment donné qui a fini par venir spontanément chez lui. Lui, il a pensé que c'est lui qui le pensait. Et du coup, en fait, il a tout simplement dit, à partir du moment où tu vis le bonheur et que c'est le bonheur pour toi, que tu es heureux comme ça me va. Wow. Donc du coup, c'était vraiment cool, quoi. Tu vois, alors mon père n'a pas l'habitude de trop parler comme ça. Et après, il y a eu des réactions multiples, des réactions des fois en disant qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pareil, t'es rentré dans une secte, tu fréquentes des gens bizarres, tu vois. Il y a eu tout un tas de choses. Et après, il y a eu tout un tas d'autres personnes chez qui ça a fait à un moment donné une espèce de résonance, d'écho. Oui, c'est ça. Parce qu'il se reconnaissait vraiment très, très naturellement. Sauf qu'il y avait des fois souvent une espèce de petit bémol dans le sens où souvent il dit ce dont tu parles, là, ce qui se passe, qui émane, c'est ça l'éveil. J'ai lu plein de trucs là-dessus. C'est ça l'éveil, t'es éveillé. Et du coup, je les regardais, et puis je disais, et toi, tu ne l'es pas? Et non, je ne le suis pas. Je dis, mais tu le vois chez moi. Alors la personne me disait, oui, c'est évident. Si tu le vois chez moi, c'est que c'est chez toi, sinon tu ne pourrais pas le voir. Tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça, très rigolos d'ailleurs. Tu vois, les réactions sont multiples. Mais est-ce qu'on peut avoir une influence, justement, sur les autres? Peut-être tout à l'heure, non? C'est pas une question d'influence. Par contre, ce qui se passe, c'est que tu joues plus le jeu. Moi, avec ma mère, par exemple, il y avait pas mal de peur et tout ça. Ça joue plus du tout, si tu veux. Donc, du coup, comme il faut être deux pour jouer, elle peut plus entretenir sa peur avec moi, parce que moi, je joue plus dans le rôle. Du coup, ça me fait juste rigoler. Et des fois, elle se rend compte quand même que... Il y a quelque chose, ce qui change aussi par rapport à l'entourage, c'est qu'il y a une acuité. Par exemple, ma mère, si elle pose une question, spontanément, il va y avoir une acuité qui va pouvoir voir exactement c'est quoi son problème, par exemple, et répondre à la question. C'est pas le mental, ça qui intervient. Ouais, non, c'est pas le mental, il y a quelque chose qui arrive à démonter pourquoi justement elle a peur. Et quand je lui dis exactement ce qu'elle vit, je lui décris ce qu'elle vit mieux que ce qu'elle-même pourrait le décrire. Là, du coup, ça l'affiche sur place. Et en général, ça lâche pas mal de trucs. Oui, automatiquement. Parce qu'il y a tout qui remonte. Elle se rend compte, par exemple, la peur, j'ai remarqué récemment qu'elle était tout le temps dans une forme de récit. Mais beaucoup de gens, c'est comme ça. Une forme de récit. Récit, c'est-à-dire qu'un récit, il y a une histoire. Tout le monde récite une histoire dans sa tête. Mais plus ou moins d'importance à cette histoire. Et là, on imagine des situations. Et la peur, c'est vraiment ça. En général, la peur récurrente, c'est... Il y a toute une histoire qui se monte dans la tête, et moi je vais faire ça, l'autre il va me répondre ça, etc. Et en fait, là je lui ai décrit dans sa tête ce qu'elle récemment, ce qu'elle pensait en détail, et quand elle a vu que je voyais ça, en fait du coup ça lui a permis de voir elle-même, et l'un des principes de l'éveil, c'est de voir, conscientiser. Quand tu vois les choses, dès qu'elles sont vues, c'est beaucoup plus facile qu'elles lâchent. Le fait de voir permet de petit à petit se détacher de la perception et petit à petit de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vaut. Tu vois, plus tu prends conscience d'une chose, plus tu prends conscience de la conscience qui voit cette chose. Il y a besoin d'une clarté comme ça.
Et ce qui reste, tout à l'heure, on parlait des défauts, des peurs, des blessures, tout ça, mais par exemple, au niveau des défauts, ou ce qu'on appelle des défauts, Il des n'y a travers. plus ça, il n'y a plus l'étiquette défaut. Ouais. Fait qu'une fois que tu es éveillé, tu n'as plus l'impression que tu dois corriger des choses chez toi. Oui, oui. Non, Mais parce est-ce qu'il n'y a que tu pas restes, de mettons, droit personnel. mettons, je sais pas, quelqu'un est agressif. Ok, prenons cet Oui. exemple-là. Puis, par générosité de la vie, il connaît l'éveil. Cette agressivité-là, elle disparaît comme ça? Ou il se voit encore en train de réagir, ou il ne se voit plus? Il pourrait y avoir plusieurs cas de figure. Exactement mais, ce que j'allais dire. ouais. D'une manière générale, quand tu réalises que l'éveil, c'est réaliser aussi qu'on est un, qu'il n'y a que l'un. Donc c'est difficile d'être agressif. Par contre, je me suis rappelé justement, juste après la réalisation, j'ai eu un gars qui m'a fait une queue de poisson en voiture. Et là, il y a une pensée qui a émergé et que... Ah non, s'il a fait une queue de poisson, après il a ralenti devant moi, il n'avançait plus. Et il y a une pensée qui est arrivée qui a dit, mais vas-y, bouge ta caisse. Je ne l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps de le dire. Dès que ça a été vu, j'ai éclaté de rire. Ah, Parce que oui? c'était un conditionnement qui appartenait à personne. J'ai vu que ça appartenait à personne. C'était juste Ça sortait un comme truc ça. qui émergeait du subconscient, en fait, qui n'appartenait pas Des petites à traces ce que je suis. Les des traces, petits ouais. résidus qui sont là. Quoi. Ouais. Mais c'est vu Donc tout de ça suite. tombe. C'est vu tout de suite. Pour ce que Ouais. c'est. Oui, C'est-à-dire pour quelque chose de totalement illusoire. Donc, ça C'est vraiment vu pour ça. ça s'accroche. Exactement. oui. Ça disparaît. Ça disparaît. Donc tu passes de, par exemple, tu passes de je suis colérique, sous-entendu je suis la colère, à il y a apparition d'une colère, et puis après tu n'appelles même plus ça une colère. Tu appelles ça un Exactement. mouvement de la vie. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a plus d'identification, C'est ça. des étiquettes. Est-ce que ce détachement-là par rapport à ce qu'on est, tu sais, en s'appelant ça ou en disant c'est ça qu'il voit, est-ce que ça rend pas ça hermétique pour la plupart des gens en disant ben oui, mais attends un peu, là, on n'est pas sur une autre planète, on est encore ici, on est encore dans notre corps, tout ça. Est-ce que c'est pas un langage qui rebute plutôt que d'aider à comprendre? Puis je pose la question parce que, tu sais, je me dis, OK, je serais-tu capable de parler de moi, la troisième personne? Mais je m'inquiéterais moi-même. Peut-être que tu t'inquiéterais pas parce que tu saurais que ce dont tu parles, c'est vraiment toi. Tu vois, quand tu dis je parlerais de moi, là tu penses encore que... Là, c'est le petit Ah, moi, là. d'accord. Tu penses qu'il y a encore une identité là quand tu. Oui. Et là, tu parlerais vraiment de toi, donc tu n'aurais aucun problème à dire ça. ou- Ouais. Exactement. Mais c'était quoi la question déjà? Je me demandais si ça rendait pas ça plus difficile d'accès pour la Ben, plupart des gens. Actuellement, c'est beaucoup plus simplifié par tout un tas de gens justement qui, entre guillemets, témoignent de ça. Alors qu'avant, effectivement, c'était beaucoup plus hermétique. Si vous vous souvenez bien, il y a plein de bouquins, on en parlait, il y a plein de bouquins, des ouvrages qui ont été écrits où on vous disait avant, il faut que vous viviez 800 vies, 1000 vies avant de vous réaliser, il faut que vous soyez passé par tel aspect, telle expérience avant de vous réaliser, il faut avoir obligatoirement rencontré un ou plusieurs maîtres, avoir pratiqué telle méthode ou telle technique. Non. En fait, il n'y a pas de condition. D'accord. Ouais, Donc on c'est- simplifie les choses quand on en parle comme ça, et il y a des gens, des fois, qui disent attendez, c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, ça l'est. C'est vraiment aussi simple Mais que ça. c'est vrai ce que tu dis, parce que je me souviens, il y a longtemps, je lisais les livres d'Arnaud Desjardins qui s'en Ah, allaient bah, dans toi, les tu t'en ashrams souviens. avec ses grands-mères Ouais, et tout ça. exactement. Puis ça me fascinait, puis je me disais, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et ça donnait en fait, ça a donné cet effet-là chez plein de gens. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, ont mis les maîtres. Alors je comprends, par révérence, par respect, il n'y a pas de problème, on a tous rencontré des maîtres spirituels, ça ne retire rien, mais les ont mis à un moment donné sur quelque chose d'inatteignable, d'inaccessible. Okay, alors qu'un maître réalisé, totalement réalisé, en fait, il n'est pas inaccessible, il ne fait que te montrer ce que tu es. Ah. D'accord. C'est ça qu'il montre en fait. Mais du coup, tu le places tellement haut que tu oublies qu'en fait, il est à l'intérieur. Que tu le crées, en plus, tu le places à l'extérieur de toi et à distance. Ah, il est là-bas, moi je suis là. Mais c'est ça, puis cette espèce de hiérarchie de moi je Exactement. suis inférieur, Exactement. il est supérieur, je me crois supérieur ou je me crois inférieur. On est tout le temps en train de comparer, mais c'est l'ego, mais on est tout le temps en train de se comparer. Oh mon Dieu, tu sais, Pierre et Gérald sont tellement Et c'est tellement ça- éveillés, c'est j'y ça qui arriverai. pèse Est-ce que lourd. ouais. Exactement. Tous les je me crois, ça pèse lourd. Tous les je me crois et tous les qualificatifs derrière je suis, ça pèse lourd. C'est ça, il n'y a pas besoin de ça. En fait, être est aussi simple que voir.
Tu vois, quand tu me vois, c'est spontané, il n'y a aucun effort. Là, ça voit par les yeux, c'est automatique. Et quand tu m'entends, c'est pareil, c'est automatique. Et c'est cet être, c'est totalement, ça émerge totalement naturellement. Il n'y a rien à faire d'autre que rester là. Et je sais que ça paraît complètement fou. C'est difficile de l'accepter justement quand depuis tout petit on nous dit il nous faut telle condition, tel critère, tel qualificatif. Et là enfin tu pourras être heureux. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ça? Exactement, les conditions. Ouais. Denis, tu avais une question? Oui, qui avait ça aussi. Oui. Pourquoi est-ce si simple mais si rare? Parce que moi j'aimerais beaucoup vivre l'éveil, puis j'ai l'impression que je suis bloqué, même si je comprends un petit peu, pas tel tout, mais je trouve ça très intéressant, mais moi j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Puis, J'ai l'impression que c'est pas pour toi. Ben j'aimerais beaucoup, mais s'il n'y a rien à faire, j'allais essayer d'être plus conscient. Mais en fait, ma question, pourquoi est-ce si simple mais si rare? Bien, justement. Que 100 000 $. Ouais. C'est rare parce que c'est pas évident pour la plupart des gens d'être rien. C'est ça, c'est pour ça que c'est rare. C'est ça, en fait, si je te dis est-ce que tu es prête à être rien, tu vas bugger. Ça crée une résistance. C'est parce que tout de suite, le petit moi a dit mais attends, si je suis rien, du coup j'ai rien de plus par rapport aux autres. Ah oui, il fait des comparaisons. Je suis pas plus que les autres, etc. Et rien, c'est vu comme quelque chose c'est vu comme négatif. Exactement. Alors que rien est libre. Tout à fait. En fait, rien n'a aucun problème. Mais ça veut dire aussi que les gens qui sont en quête, comme la question que Denis posait, les gens qui sont en quête, moi je veux connaître ça, mais plus tu veux, plus tu t'en éloignes. Naturellement, tu es dans le vouloir, donc c'est encore une personne, il y a quelqu'un qui croit, qui a décidé, tu vois, à un moment donné, et du coup, tu t'en éloignes de plus en plus. En fait, c'est tellement simple. Alors on peut avoir une technique, on peut avoir un maître, on peut avoir fait le tour de la Terre et tout ça avant de réaliser le soi, ok, il n'y a pas de problème, mais on peut aussi n'avoir fait pas du tout ça. Et comme je le disais, moi je connais une ou deux personnes analphabètes, donc qui ne sait pas lire ni écrire, et qui à un moment donné a réalisé le soi, quoi. Donc du coup ça dépend, là c'est quoi la condition? Parce que les gens disent ah oui il faut des conditions, mais c'est quoi la condition? La personne ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle n'a jamais ouvert un bouquin dit de spiritualité, elle mettait simplement ses mains dans la terre à la campagne. Et un jour elle est restée comme ça pendant des heures et des heures, ne comprenant pas ce qui lui est arrivé. Et après bon il y a eu quelque chose qui s'est passé quoi, tu vois, et là ça a été une évidence pour la personne. Mais c'est comme quoi voilà, c'est tellement simple, mais c'est simple. Ouais. Très simple. C'est toujours le fait que, aussi c'est rare parce que c'est toujours le fait qu'on veut, il y a ce réflexe de saisie qui est automatique, qui est comme ancestral, on veut saisir un truc. Ouais. Donc je veux. En fait, peut-être une approche ce serait de voir d'où émerge le je veux. Tu vois, d'où ça émerge ça. Exactement. Faut monter le fil. Il y a un demi-tour à faire à 180 degrés, qui n'est pas évident pour la plupart des gens parce que en apparence c'est beaucoup moins fun que de s'amuser avec des concepts d'éveil. Ben, on a l'impression qu'on doit renoncer à des choses qu'on perd. Ouais. Tu sais, la peur de l'éveil, là, ça peut très souvent, c'est ce qu'on dit effectivement dans la tradition. Dans toutes les traditions, on dit qu'il y a cette renonciation. Il y a même des gens qui comparent l'éveil à la petite mort, parce que c'est la mort de l'idée qu'on a un personnage. Et c'est vrai que... Ouais. Bah, ça peut être oui, peut-être qu'il y en a qui passent par là aussi. Voilà, à cette renonciation-là. Il y en a qui passent par là. J'imagine que plus tu as besoin d'avoir des choses, des gens, des biens ou des titres même, plus peut-être que plus c'est difficile de renoncer à ça. De renoncer avant l'éveil, tu sais, est-ce que je suis prête à tout laisser tomber ça? Bah d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est la question que je posais quand il y a des gens qui viennent me voir, ou qui venaient me voir avant. Les gens disaient, ça y est, je suis prêt à fond, maintenant je suis au taquet et tout, tu vois. Et simplement, ces trois phrases-là, enfin,
Est-ce que tu es prêt à tout lâcher, tout abandonner, tout perdre? Et là, tu as une espèce de truc, une espèce de résistance, simplement ça. Et on me disait, il y en a un ami qu'on a en commun, il y en a un qui a répondu oui. D'accord? Mais il a répondu au-delà des simples phrases qui étaient dites. C'était que des mots, il y avait quelque chose de plus profond derrière. Et je lui ai dit, parce qu'il avait, il faisait du business par exemple sur internet, ça, je lui ai dit alors laisse tout tomber, vends tout et puis va te retirer. Ok. Et j'ai dit, il n'y a pas besoin de le faire. Et du coup, c'était vraiment très clair, quoi, tu vois. Mais c'est comme si il fallait que ça passe par ça pour qu'à un moment donné, ça révèle. Tu vois. Voilà. Et tu vois, un des premiers livres en développement personnel que j'ai lu, j'avais 23 ans, là, faites le calcul. J'ai lu les livres de Wayne Dyer, mais j'étais tombée sur le livre, je pense que c'est Judith Viors qui l'a écrit, je ne suis pas sûre, Les renoncements nécessaires. Et j'ai trouvé ça difficile parce que renoncer, pour une fille comme moi, à l'époque, il y avait tellement de peur, puis il y avait tellement besoin de s'ancrer pour être en sécurité. Pour moi, le renoncement, c'était... ça fait mal. Tu sais, les deuils, ça fait mal. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a des choses, je sens que c'est encore difficile de renoncer, mais je me dis, j'ai tellement le goût d'être libre, de vivre librement, puis d'être dans la simplicité. Puis, plus tu as de choses, plus c'est lourd, plus tu voyages lourd. Puis j'ai le goût de voyager léger aussi. Puis, ça se fait, j'imagine, à un moment donné. Tout le monde a accès à ça aussi. On peut tous vivre ça. Oui. Il y a aussi, à un moment donné, un discernement fondamental qui va faire que tu vas réaliser que tout ce monde-là ne peut pas donner quelque chose une joie permanente. Ouais. Que ce qui est impermanent ne peut pas donner une joie permanente. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que la renunciation, c'est dans le cœur. Ça ne veut pas dire que tu dois tout quitter, etc. Ah, j'aime bien cette précision. C'est- Ça fait bien. C'est pas la peine. Non, c'est ça. C'est d'être prêt à tout perdre, finalement. Voilà, Pour se retrouver oui, voilà. soi. C'est pas du tout la même chose, oui, exactement. De faire le jeu, comme ça, tu peux faire le jeu. Imagine, là, tout disparaît. Là. Voilà. Le corps de Diane disparaît, le monde disparaît. Et la question, c'est qu'est-ce qui reste? Et c'est ça la réalisation. Ah, mais ça, c'est votre vidéo que je préfère. Qu'est-ce qui reste dans la Ouais, oui, c'est vrai. Quand je suis pas de bonne humeur, j'écoute. Mais en fait, ça, c'est deux approches traditionnelles. Ouais. La question on appelle ça neti-neti, pas ceci, pas cela, donc je renonce à tout. Mais il y a aussi une autre approche qui est, tu peux aussi te dire que tout est toi, ou tout t'appartient, parce qu'en tant que la conscience, Tu es tout tout. ça, là, c'est toi. C'est toi. Quand tu te balades, tu pourrais, dans Ah, la c'est pas forêt... négatif, ça? Non. Tu pourrais très bien dire dans la forêt, ah, c'est ma création, c'est mon arbre, c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Tu pourrais Mais- dire le ciel, c'est ma création. Mais c'est pas dans le une, ciel. mais c'est pas dans une parole ou un acte de possession, c'est pas une Non. possession, c'est mon. Non. C'est Mais moi. c'est toi qui as créé tout ça parce que tu as la conscience. C'est ma Tu es création. tout. C'est ta création. Ça fait combien de temps que vous faites le tour, je ne sais pas si vous faites le tour du monde, mais vous venez au Québec, vous êtes en France, un peu partout, puis que vous parlez d'éveil, ça fait combien de temps que vous faites ça Ça ensemble? fait 3 ans, je crois. C'est ça. Avez-vous déjà calculé combien de personnes vous avez vues, sensibilisées? Moi, Des j'en ai milliers, vu, peut-être moi, j'ai pas. vu des milliers de personnes, ça fait plus de 20 ans que je reçois Oui. des gens. Donc, du coup, oui, j'ai vu beaucoup de gens du monde entier. Vous en avez vu combien qui se sont éveillés suite à Bah, votre contact ou qui alors, vous ont dit... Là, on dirait dans le relatif de plus, entre guillemets, de plus en Ouais, plus. de plus en plus. Mais Oui. vraiment de plus en plus. Wow. Ah ouais, spontanément, même dans les satsangs, ça se fait Ouais. comme ça. Et les gens nous remercient, nous ça nous faisait rire parce qu'on n'est pas responsable de ça, quoi. C'est pas nous qui créons l'éveil chez les gens. Non, c'est ça. Mais vous- C'est ça qui est drôle. Mais c'est parce que vous l'expliquez tellement bien, même si c'est un concept difficile à comprendre, dans le sens où, tu sais, mon ego est là, puis mon mental, il travaille, puis il veut comprendre. Mais là, ça fait 3 fois que je vous vois, fait que il s'assouplit un peu, là, un peu plus souple. Ouais. Mais je pense que, tu sais, vous contribuez justement à faire en sorte qu'on laisse tomber les efforts, les guerres, les comparaisons, tu sais. C'est ça. On est épuisé, je pense que c'est un sentiment général de se battre pour
que ça fonctionne, puis être heureux, puis posséder, puis bon. Les gens arrivent à un ras-le-bol. Ben, moi, je sens ça. Moi, je le vis Plein de gens, personnellement. là. plein de gens. Je sens ça. Beaucoup, les gens. À un moment donné, il y a quelques années, je me disais, c'est pas ça la vie, c'est pas vrai, c'est pas métro, boulot, dodo, là, ça se peut pas que ce soit ça. Ben voilà. tu sais. Et je résistais là, à tout, là, tu sais. Oh non, je veux pas faire ça, puis je le faisais pareil, puis je me disais, oh, mais ça m'écarte! Mais je pense que, tu sais, cette prise de conscience-là passe par le physique à un moment donné où tu te dis, ça peut pas être tout ça. Ouais. Mais il y a trois types de, pour répondre à ta question, il y a trois types de personnes qui réalisent le soir. Il y a les personnes qui réalisent le soir en satsang, les personnes qui réalisent le soir suite aux vidéos, et les personnes aussi qui réalisent le soir qui ne connaissaient pas et qui demandent confirmation parce que ça peut arriver Exactement. quelquefois. Et donc qui nous écrivent un message privé. Et si je rassemble les trois, je dirais plusieurs dizaines de personnes, peut-être une centaine. Ça fait beaucoup, même plus que ça. Ouais, et puis imagine, eux aussi, tout à l'heure, on va voir Juliane qui a connu l'éveil dans un mot satsang ou juste après, là. Tu sais, elle aussi contribue à ce que d'autres aient accès à c'est exponentiel. Il y en a plusieurs qui ont Ouais. commencé à partager après. Donc qui partagent Exactement. C'est extraordinaire ce que vous faites. On vous aime beaucoup ici au Québec. On aime ça quand vous venez nous voir. Là, vous allez être un peu partout d'ici au 3 novembre. Je sais que le lendemain de l'enregistrement de l'émission, vous êtes arrivés pour un satsang. C'est déjà complet. Mais pour vous là, qui voulez aller les voir, puis je vous invite à le faire parce que ça change une vie, la rencontre avec Pierre et Gérald. Vous pouvez avoir toutes les informations sur leurs activités au Québec en allant sur info à commercial. Non, c'est www.merci-la-vie.com. Pierre et Gérald, merci. Vous êtes les bienvenus n'importe quand. C'est toujours un immense bonheur de vous recevoir. Merci de ce message. Merci à vous tous. On se revoit bientôt pour une autre émission de Porteur d'espoir. Bye bye.